Juillet 1669. Un homme est arrêté en plein jour à Dunkerque. Pas de procès, pas d'accusation, pas de nom. On l'emmène immédiatement dans la forteresse de Pignerol, la prison d'État la plus secrète de France. On lui interdit de montrer son visage. On lui interdit de dire son nom. Quiconque le verra sans masque sera exécuté sur le champ. Le prisonnier restera enfermé pendant 34 ans, jusqu'à sa mort en 1703. Son identité ne sera jamais révélée officiellement. Mais des documents secrets prouvent que le roi Louis XIV lui-même a ordonné son arrestation et a pris des dispositions extraordinaires pour que son secret soit gardé à jamais. Qui était cet homme? Pourquoi le roi voulait-il effacer son existence? Des ordres royaux scellés, des transferts nocturnes, des menaces de mort, un effacement total après sa mort. L'histoire que vous allez entendre est celle du plus grand mystère de la monarchie française. Le mystère de l'homme au masque de fer. Un homme arrêté sans raison, emmené dans la prison la plus secrète de France, condamné à porter un masque pour le reste de sa vie. Et personne ne saura jamais pourquoi. L'histoire du masque de fer commence par une arrestation qui ne devrait jamais avoir eu lieu. Juillet 1669. Dunkerque, ville portuaire du nord de la France. Un homme d'environ 35 ans marche tranquillement dans les rues. Vêtements simples mais de bonne qualité. Allure discrète. Rien qui attire l'attention. Il se dirige vers une auberge près du port. Il ne sait pas encore que sa vie va basculer dans les prochaines minutes. À l'auberge, un autre homme l'attend. Charles de Batz-Castelmore, comte d'Artagnan. Capitaine-lieutenant des mousquetaires du roi. Le vrai d'Artagnan, pas celui des romans. Un homme de 57 ans, dur, loyal, qui n'a jamais désobéi à un ordre royal de sa vie. Il est assis dans un coin sombre de l'auberge. Attends. Observe. L'homme entre. D'Artagnan le reconnaît immédiatement grâce à la description qu'on lui a donnée. Taille moyenne, cheveux châtains, visage émacié. C'est lui. D'Artagnan se lève, s'approche. « Monsieur, je dois vous parler. » L'homme se retourne. Regarde D'Artagnan. Semble le reconnaître aussi, ou du moins comprendre qui il est. Le capitaine des mousquetaires du roi. Cela ne présage rien de bon. D'Artagnan pose une main sur l'épaule de l'homme. « Vous devez me suivre. » Ordre du roi. L'homme ne proteste pas, ne demande pas pourquoi, ne tente pas de fuir. Il hoche simplement la tête, accepte son destin avec une résignation troublante, comme s'il s'attendait à être arrêté, comme s'il savait que ce jour viendrait. Ils sortent de l'auberge. Dans la rue, 20 mousquetaires attendent. Une escorte massive pour un seul homme. D'Artagnan fait monter le prisonnier dans une voiture fermée. Pas de chaîne, pas de brutalité, mais surveillance constante. 2 mousquetaires montent avec le prisonnier. 18 autres les entourent à cheval. Le convoi quitte Dunkerque immédiatement. Direction sud-est, vers les Alpes, vers Pignerol. 1000 kilomètres de voyage. 3 semaines de route. D'Artagnan a des ordres très précis. Ne poser aucune question aux prisonniers. Ne révéler l'arrestation à personne. Éviter les grandes routes. Voyager de nuit quand c'est possible. Ne s'arrêter dans aucune auberge connue. Pendant le voyage, D'Artagnan observe le prisonnier. L'homme est calme. Trop calme. Il mange peu. Parle encore moins. Mais D'Artagnan remarque des détails troublants. La manière dont le prisonnier se tient. Droite. Digne. C'est la posture d'un homme habitué à commander. La manière dont il mange. Avec des gestes élégants, raffinés. C'est un homme de bonne naissance. Sans aucun doute. Un soir, après une semaine de voyage, D'Artagnan ne peut s'empêcher de parler. « Monsieur, dit-il, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas pourquoi on vous arrête. Mais sachez que je ne fais qu'obéir aux ordres du roi. » Le prisonnier le regarde, sourit tristement. « Je sais, capitaine. Vous n'avez pas à vous justifier. Le roi a ses raisons. Des raisons que ni vous ni moi ne comprendrons jamais. » D'Artagnan est troublé par cette réponse. Le prisonnier parle comme quelqu'un qui connaît les secrets d'État, qui comprend les jeux de pouvoir. Ce n'est pas un criminel ordinaire.
C'est quelqu'un de très particulier. Mais qui? Deuxième semaine de voyage. D'Artagnan reçoit un message d'un courrier venu de Paris. Le message est scellé du sceau royal. D'Artagnan l'ouvre. Littéralement. Blémi. Le message contient une instruction supplémentaire. À partir de maintenant, le prisonnier doit porter un masque en permanence. D'Artagnan regarde dans le coffre qu'on lui a confié avant le départ. Il trouve un objet étrange. Un masque de velours noir, avec des attaches en fer forgé, rembourré à l'intérieur pour ne pas blesser le visage. D'Artagnan entre dans la voiture où le prisonnier attend. « Monsieur, dit-il, j'ai reçu l'ordre de vous faire porter ceci. » Il tend le masque. Le prisonnier le regarde longuement, puis prend le masque, l'examine. « Ainsi, murmure-t-il, nous y sommes. Je dois disparaître complètement. » D'Artagnan ne répond pas, ne sait pas quoi dire. Le prisonnier met le masque lui-même, l'attache derrière sa tête. Le masque couvre tout le visage, ne laisse voir que les yeux. La bouche est cachée derrière une grille de métal fin qui permet de respirer et de manger. Mais impossible de voir les traits du visage. Le prisonnier a disparu. Il n'est plus qu'une silhouette anonyme avec un masque noir. À partir de ce moment, le voyage devient encore plus secret. On évite totalement les villages. On campe dans des endroits isolés. Le prisonnier ne retire jamais son masque en présence des soldats, seulement quand il est seul dans sa tente. D'Artagnan monte la garde personnellement pour s'assurer que personne ne le voit. Troisième semaine. Le convoi arrive dans les Alpes. Les montagnes se dressent, imposantes. Pignerol est là-haut, forteresse perchée à 900 mètres d'altitude. Prison d'État pour les prisonniers les plus dangereux ou les plus secrets du royaume. Nicolas Fouquet y croupit depuis 8 ans. D'autres prisonniers politiques y sont aussi enfermés. Et maintenant, le masque de fer va les rejoindre. Le convoi monte lentement vers la forteresse. Le prisonnier regarde par la fenêtre de la voiture, voit les montagnes qui l'entourent, comprend qu'il ne reviendra jamais, que ces montagnes seront sa tombe. Il ne dit rien. Mais D'Artagnan voit ses épaules s'affaisser légèrement. C'est le seul signe de désespoir que le prisonnier montrera. Arrivé à Pignerol. Les portes de la forteresse s'ouvrent. Le gouverneur, Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, attend dans la cour. Saint-Mars a 42 ans. Officier militaire dur et loyal. Il a reçu des instructions du roi. Des instructions si secrètes qu'elles lui ont été remises en main propre par un envoyé spécial de Versailles. Il ne sait pas encore qui est ce prisonnier, mais il sait que c'est quelqu'un de très important. Tellement important que le roi lui-même surveille personnellement son emprisonnement. D'Artagnan descend de cheval. « Salut Saint-Mars. Monsieur le gouverneur, je vous remets le prisonnier. » Ordre du roi. Saint-Mars hoche la tête, fait sortir le prisonnier de la voiture. L'homme masqué descend lentement, se tient debout face à Saint-Mars. Les deux hommes se regardent. Saint-Mars voit le masque noir, comprend immédiatement. Cet homme ne doit jamais être reconnu. Jamais. D'Artagnan repart le lendemain. Sa mission est terminée. Il a livré le prisonnier sain et sauf. Mais il reste troublé. Pendant tout le trajet de retour vers Paris, il pense à cet homme. Qui est-il? Pourquoi tant de secrets? D'Artagnan ne le saura jamais. Et il emportera ses questions dans sa tombe 5 ans plus tard, tué au siège de Maastricht. Le prisonnier, lui, entre dans sa nouvelle vie. Une vie qui durera 34 ans. Une vie sans nom, sans visage, sans existence. Il devient un fantôme. Un secret d'État vivant. L'homme au masque de fer. 10 ordres scellés du sceau royal. 10 instructions pour effacer un homme de l'existence. Saint-Mars les lit et comprend. Ce prisonnier n'est pas un criminel ordinaire. C'est quelqu'un que le roi lui-même veut faire disparaître. Pour toujours. Août 1669. Bureau du gouverneur de Pignerol. Saint-Mars est seul. Devant lui, un document scellé du sceau royal. Il brise le sceau, déplie le parchemin, commence à lire. Plus il lit, plus il blêmit.
Ces ordres sont les plus extraordinaires qu'il ait jamais reçus en 20 ans de carrière militaire. Premier ordre. Le prisonnier ne doit jamais être nommé. Dans tous les registres, dans tous les rapports, il sera désigné uniquement comme le prisonnier numéro 1. Aucun nom. Aucune identité. Il n'existe pas officiellement. Saint-Mars comprend. On veut qu'il soit oublié. Qu'aucune trace écrite ne permette de l'identifier plus tard. Deuxième ordre. Isolement absolu. Le prisonnier sera enfermé dans une cellule spéciale de la tour du donjon. Cellule au mur doublée d'une couche supplémentaire de pierre pour empêcher toute communication avec d'autres prisonniers. Fenêtre donnant sur l'extérieur mais avec des barreaux triples. Porte renforcée avec 3 serrures différentes. Saint-Mars seul aura les clés. Troisième ordre. Le masque. Le prisonnier doit porter son masque de velours noir en permanence dès qu'il pourrait être vu par quelqu'un. Même Saint-Mars doit porter un masque quand il entre dans la cellule. Ainsi, même le gouverneur ne verra jamais le vrai visage du prisonnier. Si le prisonnier refuse de porter son masque, il sera enchaîné jusqu'à ce qu'il obéisse. Quatrième ordre. Aucun visiteur. Jamais. Même un prêtre ne peut voir le prisonnier sans masque. Si le prisonnier demande à se confesser, on fera venir un confesseur qui devra porter un bandeau sur les yeux et le prisonnier gardera son masque. Aucune exception à cette règle. La famille du prisonnier ne pourra jamais le voir. Ses amis non plus. Il est mort au monde. Cinquième ordre. Peine de mort immédiate pour trahison du secret. Si le prisonnier tente de révéler son identité de quelque manière que ce soit, il doit être tué sur le champ. Si quiconque voit son visage sans autorisation royale expresse, cette personne doit être exécutée immédiatement. Pas de procès. Pas de questions. Exécution. Saint-Mars frissonne en lisant cette clause. Le roi ne plaisante pas. Sixième ordre. Traitement confortable mais surveillance extrême. Le prisonnier recevra de la bonne nourriture, 3 repas par jour, servis par Saint-Mars personnellement. Vêtements décents renouvelés tous les 6 mois. Livres autorisés mais choisis par Saint-Mars. Rien de politique, rien d'actualité, uniquement des ouvrages religieux ou d'histoire ancienne. Meubles confortables, un vrai lit, une table, une chaise rembourrée, un tapis. Mais aucun objet avec lequel il pourrait écrire. Pas de papier, pas d'encre, pas de crayon. Septième ordre. Destruction totale après la mort. Quand le prisonnier mourra, tous ses effets personnels devront être immédiatement détruits. Vêtements brûlés. Meubles démontés et brûlés. Vaisselle fondue. Livres jetés au feu. Les murs de sa cellule devront être grattés et repeints. Le sol lavé à grande eau. Aucune trace matérielle de son existence ne doit subsister. Huitième ordre. Enterrement sous faux nom. Le prisonnier sera enterré sous un nom d'emprunt choisi par Saint-Mars. Dans le registre des décès, on ne mentionnera que ce faux nom. Aucun lien avec sa vraie identité. Aucune pierre tombale avec inscription. Un enterrement anonyme dans une fosse commune si nécessaire. Neuvième ordre. Correspondance interdite sauf avec le roi. Le prisonnier ne peut écrire à personne. Mais il peut adresser des lettres au roi via le ministre Louvois. Ces lettres seront lues, puis détruites après que le roi en aura pris connaissance. Le prisonnier ne recevra jamais de réponse écrite. Seulement des messages oraux transmis par Saint-Mars. Dixième ordre. Récompense et menace pour Saint-Mars. Le gouverneur recevra une pension extraordinaire de 3000 livres par an en plus de son salaire normal. Somme énorme qui fera de lui l'un des gouverneurs de prison les mieux payés de France. Mais s'il révèle quoi que ce soit sur l'identité du prisonnier, s'il laisse le secret être découvert, il sera lui-même emprisonné à vie. Avec confiscation de tous ses biens, sa famille sera déshonorée. Ruinée. Saint-Mars relit les ordres 3 fois. Il comprend l'énormité de ce qui lui est demandé. Garder un homme prisonnier pendant des années, peut-être des décennies, sans jamais savoir qui il est vraiment, sans jamais pouvoir en parler à personne. C'est une responsabilité écrasante, mais aussi une opportunité. 3000 livres par an, c'est une fortune. De quoi assurer l'avenir de sa famille. Saint-Mars prend sa décision. Il obéira. Scrupuleusement.
Il écrit immédiatement au roi pour confirmer réception des ordres. Sire, j'ai bien reçu vos instructions concernant le prisonnier numéro 1. Elles seront appliquées à la lettre. Votre secret est en sécurité avec moi. Mais Saint-Mars ne peut s'empêcher d'ajouter une question. Sire, puis-je savoir qui est cet homme? Pourquoi tant de précautions? La réponse arrive 3 semaines plus tard. Lettre signée de la main du roi Louis XIV lui-même. Monsieur de Saint-Mars, vous n'avez pas besoin de savoir qui est le prisonnier. Vous avez seulement besoin de le garder. Obéissez aux ordres que je vous ai donnés. Ne posez pas de questions. Votre loyauté sera récompensée. Votre curiosité serait punie. Choisissez sagement. Louis. Le message est clair. Saint-Mars range la lettre. La brûle comme le veut le protocole. Il ne posera plus jamais de questions. Il fera son travail. Gardez le prisonnier. Gardez le secret. Pour le reste de sa vie s'il le faut. Et il le fera. Pendant 34 ans. Jusqu'à la mort du prisonnier. Saint-Mars gardera le secret le plus absolu. Il deviendra le geôlier le plus fidèle que la France ait jamais connu. Et le plus silencieux. Une cellule confortable, mais totalement isolée. Des repas servis par le gouverneur lui-même. Des livres pour passer le temps. Mais jamais un mot. Jamais un nom. Jamais un visage montré. Le prisonnier commence sa vie de fantôme. Une vie qui durera plus de 3 décennies. Septembre 1669. Le prisonnier s'installe dans sa nouvelle existence. Cellule au sommet de la tour du donjon. 5e étage. La plus haute, la plus isolée. 5 mètres sur 4. C'est spacieux comparé aux cellules ordinaires. Murs épais de 2 mètres. Fenêtres donnant sur les montagnes, mais avec des barreaux si serrés qu'on ne peut même pas passer une main. Les meubles sont confortables. Un vrai lit avec matelas de plumes. Drap de lin changé chaque semaine. Une table en chêne massif. Une chaise rembourrée. Un tapis qui couvre la moitié du sol de pierre. Une armoire pour ranger ses vêtements. Un seau d'aisance vidé 2 fois par jour. Même une petite étagère pour les livres qu'on lui autorise. Saint-Mars entre 3 fois par jour. Pour apporter les repas. Petit déjeuner à 8 heures. Déjeuner à midi. Dîner à 18 heures. Toujours le même rituel. Saint-Mars frappe à la porte. Attends. Le prisonnier a le temps de mettre son masque. Puis Saint-Mars entre, lui aussi masqué. Ils sont 2 hommes masqués qui se font face. C'est absurde. Grotesque. Mais c'est l'ordre du roi. Saint-Mars pose le plateau sur la table. Le prisonnier hoche la tête en remerciement. Ne parle jamais. Saint-Mars non plus. Il communique par geste. Le prisonnier désigne quelque chose s'il en a besoin. Saint-Mars hoche la tête ou secoue la tête. Puis Saint-Mars repart. Ferme la porte à triple tour. Le prisonnier retire son masque. Peut enfin respirer librement. Manger normalement. La nourriture est excellente. Poulet rôti. Gibier. Poisson frais malgré la distance de la mer. Légumes de saison. Fruits. Pain blanc. Vin de qualité. C'est la nourriture qu'on servirait à un noble. Pas à un criminel ordinaire. Saint-Mars a remarqué un détail troublant. Le prisonnier refuse certains plats. Il ne mange que ce qui pourrait être servi à la table royale. Le pain noir, il le refuse. La soupe aux choux, il n'y touche pas. Les plats simples du peuple, jamais. Seuls les mets raffinés trouvent grâce à ses yeux. C'est un homme habitué au luxe, à la vie de cour. Saint-Mars en est convaincu. Mais qui? Un noble déchu? Un prince étranger? Un ministre disgracié? Saint-Mars se pose ces questions mais ne cherche pas les réponses. Il a promis de ne pas être curieux. Il tient parole. Le prisonnier passe ses journées à lire. Saint-Mars lui a apporté une 20aine de livres. Vie des saints, histoire romaine, philosophie antique, méditation religieuse. Rien de contemporain. Rien qui parle de la France actuelle. Le prisonnier dévore ses livres. Les relit plusieurs fois. Demande d'autres titres. Saint-Mars lui apporte de nouveaux ouvrages chaque mois. Parfois, le prisonnier regarde par la fenêtre. Il voit les montagnes.
le ciel, les nuages qui passent, les saisons qui changent. L'automne arrive, les arbres jaunissent. Puis l'hiver, la neige couvre les sommets. Le printemps revient, les fleurs éclosent. L'été brûle les prairies. Et le prisonnier est toujours là, immuable, enfermé, oublié. Saint-Mars tient un journal secret. Il y note tout ce qui concerne le prisonnier. Chaque détail, chaque comportement, pour faire des rapports au roi. Septembre 1669. Le prisonnier est calme, obéissant, ne cause aucun trouble. Il lit beaucoup, prie souvent, semble accepter son sort comme une pénitence. Octobre. Le prisonnier refuse de manger le ragoût de mouton. Demande du gibier à la place. Je lui fournis ce qu'il demande selon les ordres. Novembre. J'ai entendu le prisonnier pleurer la nuit. Mais le matin, il était à nouveau calme. Ne s'est plaint de rien. Un détail intrigue particulièrement Saint-Mars. Le prisonnier connaît parfaitement l'étiquette de cour. Sa manière de se tenir. Droite, fière. Même seul dans sa cellule. Sa manière de manger. Avec des gestes précis, élégants. Sa manière de saluer quand Saint-Mars entre. Une inclinaison de tête exactement calibrée. Pas trop profonde pour un égal. Pas trop légère pour un supérieur. C'est la révérence qu'on fait à la cour. Le prisonnier a vécu à Versailles. Ou du moins dans un environnement aristocratique. Saint-Mars en est certain. Il rapporte ses observations au roi. Louis XIV répond par l'intermédiaire de Louvois. Continuez à bien traiter le prisonnier. Mais renforcez la surveillance. Vérifiez quotidiennement qu'il n'a aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Assurez-vous que les murs sont solides. Qu'aucun son ne peut passer aux cellules voisines. Le secret doit être absolu. Car Pignerol abrite d'autres prisonniers importants. Nicolas Fouquet est dans une tour voisine. L'ancien surintendant des finances, emprisonné depuis 8 ans. Fouquet ne sait pas que le masque de fer existe. Les deux prisonniers sont à 100 mètres l'un de l'autre mais ne se verront jamais, ne se parleront jamais. C'est l'ordre du roi. Pourtant, parfois, Saint-Mars mentionne Fouquet dans ses conversations avec le prisonnier masqué. Par inadvertance, il dit « Je dois aller voir l'autre prisonnier maintenant ». Le prisonnier masqué ne réagit jamais, ne pose pas de questions, ne montre aucune curiosité. C'est étrange. Comme s'il savait déjà qui est cet autre prisonnier. Comme s'il connaissait tous les secrets de Pignerol avant même d'y arriver. Les mois passent. Puis la première année. Le prisonnier s'habitue à sa vie. Se crée une routine. Lever à 7 heures. Prière. Petit déjeuner. Lecture jusqu'à midi. Déjeuner. Marche dans la cellule pour faire de l'exercice. 100 fois d'un mur à l'autre. Puis, lecture à nouveau. Dîner. Prière du soir. Coucher à 22 heures. Chaque jour identique. Chaque semaine pareil. Chaque mois une copie du précédent. Saint-Mars l'observe et se demande « Comment peut-on supporter ça? Cette vie sans vie? Cette existence fantôme ?» Mais le prisonnier ne se plaint jamais, ne demande jamais sa libération, ne supplie jamais. Il accepte, comme s'il savait que c'était son destin, comme s'il avait toujours su que cela finirait ainsi. Cette résignation est la chose la plus troublante de toutes. Les rumeurs commencent à circuler. Un prisonnier masqué dans les Alpes. Les histoires se multiplient, se déforment, deviennent de plus en plus folles. Frère jumeau du roi, fils illégitime, espion étranger. Chacun a sa théorie. Et le roi laisse faire. Car un mystère noyé dans 1000 mensonges reste un mystère. 1670. 1 an après l'arrestation. Les premières rumeurs apparaissent. Quelques gardes de Pignerol ont aperçu un prisonnier portant un masque noir. Ils n'en savent pas plus. Mais c'est suffisant. Dans une prison, les secrets ne restent jamais totalement secrets. Les gardes parlent entre eux, puis à leurs familles, puis à leurs amis dans les tavernes des villages voisins. Un prisonnier masqué à Pignerol. L'information se propage, se déforme, s'amplifie. Dans les tavernes de Briançon, on commence à raconter des histoires.
C'est sûrement un grand seigneur, quelqu'un de très important. Sinon, pourquoi le masquer? Un marchand ajoute: J'ai entendu dire que c'est un prince étranger, capturé lors d'une mission secrète. Un soldat renchérit: Non, c'est un ministre qui en savait trop. Le roi l'a fait enfermer pour le faire taire. Les théories se multiplient. Première théorie qui circule: c'est le frère jumeau du roi Louis XIV. Cette histoire est romanesque. Le roi Louis XIII et la reine Anne d'Autriche auraient eu des jumeaux. Pour éviter des guerres de succession, on aurait caché le second, élevé dans l'ombre. Puis, devenu adulte, il aurait voulu revendiquer ses droits. Le roi l'aurait fait emprisonner. Le masque servirait à cacher sa ressemblance avec Louis XIV. Cette théorie est absurde pour qui connaît l'histoire. Anne d'Autriche a accouché publiquement comme toutes les reines. Des dizaines de témoins étaient présents. Un seul enfant est né. Pas de jumeaux cachés. Mais la rumeur persiste. Elle est trop belle. Trop dramatique. Les gens veulent y croire. Deuxième théorie. Le prisonnier est le vrai père de Louis XIV. Selon cette version, le roi Louis XIII était stérile. Anne d'Autriche aurait eu un amant noble pour concevoir un héritier. Cet amant serait le vrai père du roi. Devenu gênant après la naissance, il aurait été écarté. Puis, des années plus tard, emprisonné pour garantir son silence. Cette théorie remet en cause la légitimité même du roi. C'est scandaleux, dangereux, mais fascinant. Troisième théorie. C'est un ministre déchu qui connaît trop de secrets. Un homme ayant participé aux affaires d'État les plus confidentielles. Complot, trahison, crime politique. Il sait tout. Impossible de le tuer car il a des complices qui révéleraient tout en cas de mort suspecte. Impossible de le libérer car il parlerait. Solution: l'enfermer et le masquer pour qu'on ne puisse l'identifier. Quatrième théorie. C'est un espion étranger de très haut rang. Peut-être même un prince. Capturé lors d'une mission en France. Impossible de le juger publiquement sans provoquer un incident diplomatique. Impossible de le libérer car il connaît maintenant les secrets français. Le masque empêche qu'on le reconnaisse et qu'on sache quelle nation il représente. Cinquième théorie. C'est un bâtard royal. Un fils illégitime du roi ou du cardinal Mazarin. Élevé dans l'ombre. Puis, devenu adulte, il aurait voulu se faire reconnaître. Réclamer sa part d'héritage. Le roi l'aurait fait enfermer. Le masque cache sa ressemblance avec la famille royale. Ces théories arrivent jusqu'à Versailles. Des courtisans curieux en parlent entre eux. Avez-vous entendu l'histoire du prisonnier masqué? On dit que c'est le frère du roi, ou son père, ou un prince déchu. Les versions varient, se contredisent. Mais toutes ont un point commun. Le prisonnier est quelqu'un d'extraordinairement important. Louis XIV est informé. Il convoque Louvois. Comment ces rumeurs ont-elles pu naître? Louvois explique. Sire, quelques gardes de Pignerol ont aperçu le masque. Ils ont parlé. Nous ne pouvions l'empêcher totalement. Le roi frappe du poing sur la table. Mutez ces gardes. Envoyez-les dans des garnisons éloignées. En Amérique s'il le faut. Qu'ils ne puissent plus parler à personne. Les gardes sont mutés. Certains envoyés en Nouvelle-France, d'autres en Martinique. Loin, très loin. Pour qu'ils oublient ce qu'ils ont vu. Pour qu'on les oublie. Louvois fait aussi arrêter plusieurs personnes qui colportent les rumeurs les plus folles. Elles passent quelques semaines en prison, puis sont relâchées avec un avertissement. Parlez encore du prisonnier masqué et ce sera la Bastille à vie. Mais Louis XIV comprend quelque chose d'important. On ne peut pas arrêter totalement les rumeurs. Elles continueront, se multiplieront, deviendront de plus en plus extravagantes. Alors le roi prend une décision brillante. Si on ne peut empêcher les rumeurs, autant les contrôler, les orienter, les multiplier tellement qu'on ne saura plus laquelle est vraie. Le roi ordonne discrètement à ses agents de faire circuler de fausses pistes. Un agent murmure dans une taverne parisienne. J'ai entendu dire que le prisonnier masqué est un sorcier. Il a jeté un sort au roi. On l'a enfermé pour briser sa magie. Un autre agent raconte dans un salon. Non,
C'est un alchimiste qui a découvert le secret de l'or. Le roi le garde prisonnier pour exploiter son savoir. Résultat, des dizaines de théories circulent, toutes différentes, toutes aussi folles les unes que les autres. Personne ne sait laquelle croire. La vérité se noie dans l'océan des mensonges. C'est exactement ce que veut le roi. Un secret bien gardé n'est pas un secret dont personne ne parle. C'est un secret sur lequel tout le monde raconte des histoires différentes. Ainsi, même si quelqu'un découvrait la vérité, personne ne le croirait. Ce serait juste une théorie de plus parmi 100 autres. Cette stratégie fonctionne. Pendant 3 siècles. Même aujourd'hui, on ne sait pas avec certitude qui était l'homme au masque de fer. Les historiens ont leurs théories. Les romanciers ont inventé les leurs. Mais la vérité absolue reste cachée. Comme le roi l'a voulu. Le mystère parfait. Saint-Mars est promu. Il quitte Pignerol pour une autre prison. Mais un problème se pose. Que faire du prisonnier masqué? Le roi décide. Il suit Saint-Mars. Car le secret ne peut être confié à personne d'autre. Commence alors un transfert extraordinaire. 80 kilomètres à travers les Alpes. De nuit. En secret. Pour déplacer un homme que personne ne doit voir. 1681. 12 ans après l'arrestation. Saint-Mars reçoit une excellente nouvelle. Il est nommé gouverneur de la forteresse d'Exil. C'est une promotion. Exil est plus prestigieuse que Pignerol. Mieux payé aussi. Saint-Mars devrait être heureux. Mais il se pose immédiatement une question. Et le prisonnier masqué? Il écrit au roi. « Sire, je viens d'être nommé à Exil. Que dois-je faire du prisonnier numéro 1? Le laisser à Pignerol avec le nouveau gouverneur? » La réponse du roi arrive 3 semaines plus tard. Non. Le prisonnier vous suit. Vous êtes le seul en qui j'ai confiance pour garder ce secret. Préparez son transfert. Dans le plus grand secret. De nuit. Aucun témoin. Saint-Mars comprend l'énormité de la tâche. Transférer un prisonnier aussi secret. Sur 80 kilomètres. À travers les montagnes. Sans que personne ne le voie. C'est presque impossible. Mais ce sont les ordres du roi. Il obéira. Il commence à organiser le transfert avec un soin méticuleux. Avril 1681. Les préparatifs sont terminés. Saint-Mars a fait construire une chaise à porteur spécial. Entièrement fermée. Aucune ouverture sauf une petite grille pour l'air. Impossible de voir qui est à l'intérieur. La chaise sera portée par 4 hommes de confiance. Des soldats qui ont servi sous Saint-Mars pendant des années. Des hommes loyaux qui ne poseront pas de questions. L'escorte est massive. 30 soldats. Tous choisis personnellement par Saint-Mars. Tous ayant juré le secret. Si quelqu'un parle, il sera fusillé. Saint-Mars le leur a fait comprendre clairement. Vos familles aussi seront punies. Alors taisez-vous. Obéissez. Ne regardez pas. Ne demandez rien. Le trajet est planifié dans les moindres détails. De Pignerol à Exil, la route normale fait 2 jours. Mais Saint-Mars prévoit 5 jours. Pourquoi? Pour éviter tous les villages, toutes les routes principales, tous les postes de garde. Ils emprunteront des sentiers de montagne connus seulement des bergers. Ils voyageront exclusivement de nuit. Se cacheront de jour dans des endroits isolés. 3 mai 1681. 22 heures. Le transfert commence. Le prisonnier est sorti de sa cellule. Masqué, bien sûr. Saint-Mars lui explique. Nous allons voyager. Vous serez dans cette chaise. Gardez votre masque en permanence. Si vous l'enlevez, je serai obligé de vous enchaîner. Le prisonnier hoche la tête, monte dans la chaise, s'installe. La porte est fermée, verrouillée. Le convoi quitte Pignerol dans la nuit noire. Pas de torche, juste la lumière de la lune. Les soldats avancent en silence. Les chevaux ont les sabots enveloppés de tissu pour étouffer le bruit. C'est comme un convoi de fantômes qui glissent dans la nuit. Personne ne doit les entendre. Personne ne doit les voir. Première nuit. Le convoi parcourt 20 kilomètres. Sentier de montagne escarpé. La chaise tangue.
Le prisonnier à l'intérieur doit être secoué. Mais il ne se plaint pas. Pas un son ne sort de la chaise. À l'aube, Saint-Mars ordonne l'arrêt. On monte une tente dans un cirque montagneux isolé. La chaise est placée à l'intérieur de la tente. Le prisonnier peut sortir, retirer son masque dans la tente. Mais des soldats font le guet tout autour. Personne ne doit s'approcher. Saint-Mars note dans son journal. Premier jour du transfert. Le prisonnier supporte bien le voyage. Aucune plainte. C'est comme s'il était déjà mort au monde. Comme s'il acceptait tout avec une résignation infinie. Deuxième nuit. Incident. Le convoi traverse un col étroit. Soudain, une silhouette apparaît. Un berger avec ses moutons. Il s'est égaré. Tombe sur le convoi par hasard. Voit la chaise fermée. L'escorte militaire. Il ouvre de grands yeux. Qu'est-ce que c'est? Les soldats se précipitent. Le chassent brutalement. Partez, tout de suite. Si vous revenez, vous mourrez. Le berger s'enfuit en courant. Abandonne ses moutons. Terrifié. Saint-Mars enrage. Un témoin. Il a vu le convoi. Il va parler. Impossible de le rattraper dans la nuit. Le mal est fait. Saint-Mars ordonne d'accélérer. Il faut arriver à Exil avant que la nouvelle ne se répande. Le convoi marche toute la nuit sans s'arrêter. Troisième jour. Le berger descend dans un village. Raconte ce qu'il a vu. Un convoi militaire secret. Une chaise fermée. Des dizaines de soldats. Ça doit être quelqu'un de très important. Peut-être un prisonnier. Ou un trésor. La rumeur commence à se propager. De village en village. De taverne en taverne. Un transfert secret dans les Alpes. Quelque chose d'extraordinaire se passe. Quatrième nuit. Le convoi arrive enfin à Exil. Forteresse perchée à 1500 mètres. Encore plus isolée que Pignerol. Encore plus froide. Encore plus austère. Le prisonnier est installé dans la tour la plus haute. Cellule similaire à celle de Pignerol. Même meuble. Même isolement. La routine reprend. Comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose a changé. La rumeur du transfert secret arrive à Paris. Les courtisans en parlent. On a déplacé le prisonnier masqué. De Pignerol à Exil. Pourquoi? Certains spéculent. Peut-être qu'il devient trop dangereux. Ou trop important. Ou trop fragile. Les théories se multiplient à nouveau. Le roi est informé. Mais il ne réagit pas. Laisse parler. Laisse les rumeurs enfler. Plus on parle du prisonnier, moins on sait vraiment qui il est. Le mystère s'épaissit, se renforce, devient immortel. Et le prisonnier, lui, continue sa vie de fantôme dans sa nouvelle cellule. Identique à l'ancienne. Comme si de rien n'était. Le prisonnier est malade. Délire. Parle dans son sommeil. Prononce un nom. Saint-Mars écoute, terrifié. Puis le prisonnier tente l'impossible. Faire passer un message à l'extérieur. Écrit avec son propre sang sur un morceau de tissu. Mais le secret du roi est trop bien gardé. La tentative échouera. Et la punition sera terrible. 1687. 18 ans de captivité. Le prisonnier a maintenant environ 53 ans. Sa santé commence à décliner. Hiver rigoureux à Exil. Le froid pénètre dans la cellule malgré la cheminée. Le prisonnier tousse. D'abord légèrement, puis de plus en plus fort. Puis les fièvres arrivent. Violentes. Saint-Mars s'inquiète. Il fait venir un médecin de confiance. Le docteur Chazot. Un homme discret qui a déjà soigné d'autres prisonniers secrets. Le médecin entre dans la cellule. Le prisonnier porte son masque même au lit. Chazot examine ce qu'il peut. Prend le pouls. Écoute la respiration. Diagnostic. Pneumonie sévère. Il faut des saignées. Des tisanes. Du repos. Le médecin prépare ses remèdes. Revient chaque jour pendant 3 semaines. Le prisonnier lutte contre la mort. Certains jours, la fièvre est si forte qu'il délire. Saint-Mars assiste aux soins.
Il entend le prisonnier parler dans son sommeil. Des mots sans suite. Des noms. Des lieux. Versailles. Le roi. La vérité doit être dite. Saint-Mars note tout. Puis un soir, le prisonnier prononce un nom clairement. Eustache Dauguerre. Saint-Mars sursaute. Est-ce le vrai nom du prisonnier? Ou parle-t-il de quelqu'un d'autre? Impossible de savoir. Le prisonnier sombre à nouveau dans l'inconscience. Après 3 semaines, la fièvre tombe. Le prisonnier survit. Faible. Amaigri. Mais vivant. Saint-Mars écrit au roi pour l'informer. Sire, le prisonnier a été gravement malade mais a survécu. Pendant son délire, il a prononcé le nom Eustache Dauguerre. Cela signifie-t-il quelque chose? Le roi ne répond pas à cette question. Ordonne seulement. Continuez à le surveiller. Doublez la surveillance maintenant qu'il a été malade. Le prisonnier guérit lentement. Reprend des forces. Mais quelque chose a changé en lui. La maladie l'a réveillé. Lui a fait réaliser sa mortalité. Il a failli mourir. Sans que personne ne sache qui il était. Sans que son histoire soit connue. Cette pensée devient obsédante. Il doit laisser une trace. Dire qui il est. Avant qu'il soit trop tard. Mais comment? Il n'a pas de papier, pas d'encre, pas de crayon. Saint-Mars fouille la cellule tous les jours. Vérifie qu'aucun objet pouvant servir à écrire n'a été introduit. Le prisonnier réfléchit. Trouve une solution désespérée. Il arrache un morceau de tissu de sa chemise. Un carré de 10 centimètres. Puis il se pique le doigt avec un morceau de bois fendu. Fait couler son sang. Trempe le tissu dedans. Et écrit quelques mots. L'écriture est maladroite. Le sang sèche vite. Difficile de former des lettres lisibles. Mais le prisonnier persévère. Il écrit. Je suis prisonnier depuis 18 ans. Mon nom est... Il hésite. Doit-il révéler son vrai nom? Ou celui qu'on lui a donné? Il écrit finalement. Le roi sait qui je suis. Je n'ai commis aucun crime. On m'enferme pour un secret que je porte. Que quelqu'un me vienne en aide. Le prisonnier roule le tissu. Le cache dans la doublure de son matelas. Attend une occasion. Des semaines passent. Puis un jour, un nouveau garde arrive. Jeune. 20 ans à peine. C'est son premier poste à exil. Il ne connaît pas toutes les règles. Il apporte le repas du prisonnier. Entre dans la cellule. Pose le plateau. Le prisonnier fait semblant de trébucher. Tombe près du garde. Le garde l'aide à se relever. À ce moment, le prisonnier glisse le morceau de tissu dans la poche du garde. Geste si rapide que le garde ne remarque rien. Le garde sort. Continue sa journée. Le soir, en se déshabillant, il sent quelque chose dans sa poche. Surpris. Il ne met jamais rien dans cette poche. Il sort le tissu. Le déplie. Voit les mots écrits en sang séché. Il lit. Ne comprend pas tout. L'écriture est difficile à déchiffrer. Mais il saisit l'essentiel. Le prisonnier demande de l'aide. Dit qu'il est innocent. Le garde hésite. Que faire? S'il garde ce tissu, il trahit son devoir. S'il le révèle, le prisonnier sera puni. Mais la peur l'emporte. Le garde sait que Saint-Mars est impitoyable. Si on découvre qu'il a reçu un message sans le signaler, il sera sévèrement puni. Peut-être même exécuté. Le garde va voir Saint-Mars. Lui tend le tissu. « Monsieur le gouverneur, j'ai trouvé ceci dans ma poche. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. » Saint-Mars prend le tissu. Lit. Devient livide. Il convoque le garde. « Où avez-vous trouvé ça exactement ?» Le garde explique. « Dans ma poche après avoir servi le repas au prisonnier masqué. » Saint-Mars comprend immédiatement. Le prisonnier a profité d'un moment d'inattention pour glisser ce message. Saint-Mars fixe le garde. « Vous avez lu ce qui est écrit ?» Le garde tremble. « Oui, monsieur. Mais je n'ai rien compris. Je le jure. » Saint-Mars prend une décision. Vous n'avez rien vu. Rien lu. Ce tissu n'a jamais existé. Si vous en parlez à qui que ce soit, vous mourrez. Votre famille aussi. C'est clair? Le garde blêmit.
Oui, monsieur. Très clair. Saint-Mars le congédie. Le garde sort en courant. Terrifié. Il ne parlera jamais. Jamais. Saint-Mars écrit immédiatement au roi. Joint le morceau de tissu. Sire, le prisonnier a tenté de faire passer un message. Voici ce qu'il a écrit. Je l'ai intercepté. Que dois-je faire? 3 semaines d'attente angoissée. Puis la réponse du roi arrive. Lettre brève. Glaciale. Brûlez le tissu. Brûlez cette lettre après l'avoir lue. Punissez le prisonnier sévèrement. Plus de livres pendant 6 mois. Ration réduite au minimum. Surveillance renforcée. Fouille quotidienne de la cellule. Si une autre tentative se produit, enchaînez-le. Saint-Mars obéit. Il brûle le tissu dans la cheminée. Regarde les mots écrits en sang se consumer. Disparaître en fumée. Puis il brûle la lettre du roi. Ne garde aucune trace. Il va voir le prisonnier. « Monsieur, dit-il, vous avez tenté de faire passer un message. C'est interdit. Vous serez puni. » Le prisonnier ne répond rien. Baisse la tête. Sait qu'il a perdu. Saint-Mars fait retirer tous les livres de la cellule. Réduit les repas. Une soupe et du pain par jour. Rien de plus. Ordonne des fouilles quotidiennes. Chaque matin, 2 gardes entrent, retournent le matelas, inspectent l'armoire, sondent les murs, cherchent tout objet suspect. Le prisonnier assiste à ces fouilles en silence. Humilié, brisé, les semaines passent. Le prisonnier sombre dans une profonde dépression. Ne mange presque plus. Reste prostré sur son lit. Fixe le mur pendant des heures. Saint-Mars s'inquiète. S'il meurt de tristesse, le roi sera mécontent. Il écrit à Versailles. Demande l'autorisation de rendre les livres. Le roi accepte à contre-condition. Vous pouvez lui rendre ses livres. Mais la fouille quotidienne continue. À perpétuité. Les livres reviennent. Le prisonnier reprend un peu de vie. Mais quelque chose s'est cassé en lui. Il a tenté de communiquer avec le monde extérieur, d'appeler à l'aide. Et le monde l'a ignoré. Pire, l'a puni. Il comprend maintenant qu'il n'y a aucun espoir, qu'il mourra dans cette cellule, anonyme, oublié, sans que personne ne sache jamais qui il était. Cette certitude le détruit plus sûrement que les barreaux de sa prison. Nouvelle promotion pour Saint-Mars. Il part pour une île. Sainte-Marguerite, au large de Cannes. Le prisonnier le suit encore. Mais ce transfert sera différent. Plus long, plus risqué. Il faudra traverser la moitié de la France, puis embarquer sur un bateau. Le secret risque d'être découvert. Mais le roi insiste. Le prisonnier suit Saint-Mars. Toujours. 1687. 18 ans de captivité. Saint-Mars reçoit une nouvelle nomination. Gouverneur de la prison de Sainte-Marguerite. Île au large de Cannes. Prison d'État importante. Climat méditerranéen. Bien meilleur qu'Exil. Saint-Mars devrait être ravi. Mais il sait ce qui va suivre. Il écrit au roi. « Sire, que faites-vous du prisonnier numéro 1 ?» La réponse est prévisible. Il vous suit. Organisez le transfert. Cette fois, c'est plus compliqué. De Exils à Sainte-Marguerite, 300 km. À travers les Alpes-Maritimes. Puis il faudra embarquer sur un bateau. Impossible de rester totalement invisible. Trop de monde. Trop de témoins potentiels. Mais les ordres sont les ordres. Saint-Mars organise le transfert. Septembre 1687. Le convoi part d'Exil. Même principe que le précédent transfert. Chaises fermées. Escorte massive. 50 soldats cette fois. Voyage de nuit. Évitement des villages. Mais le trajet est plus long. 3 semaines au lieu de 5 jours. Plus de risques. Le convoi descend vers la côte, traverse des régions plus peuplées. Impossible d'éviter toutes les routes principales. À plusieurs reprises, des voyageurs croisent le convoi. Voit la chaise fermée. L'escorte impressionnante. S'interroge. Qu'est-ce qu'il transporte? Qui est dans cette chaise? Les rumeurs recommencent à circuler.
Arrivé au port de Cannes. Moment critique. Il faut embarquer le prisonnier. Le port est plein d'activités. Dockers, marins, marchands. Impossible d'être discret. Saint-Mars décide d'agir de nuit. 3 heures du matin. Le port est presque désert. Presque. Quelques dockers travaillent encore. Déchargent un navire marchand. Saint-Mars fait amener la chaise sur le quai. Ordonne qu'on la charge sur une barque. Les dockers voient le chargement étrange. S'approchent par curiosité. Les soldats les repoussent. Partez. Ce ne sont pas vos affaires. Mais un docker a eu le temps de regarder de près. Il a vu à travers une fente de la chaise. Un reflet. Quelque chose de métallique. Il court vers les autres. Il y a quelqu'un dedans. Avec quelque chose sur le visage. Quelque chose qui brille comme du métal. La rumeur explose. Dans les heures qui suivent, tout Cannes parle du chargement mystérieux. Un prisonnier avec un masque de métal. Transporté sur l'île. Qui est-ce? Pourquoi un masque de métal? Les histoires se répandent. Déforment la réalité. En vérité, le masque est toujours en velours noir avec des attaches en fer. Mais la rumeur transforme le velours en fer. Le mythe du masque de fer naît de cette confusion. Désormais, c'est sous ce nom qu'on connaîtra le prisonnier. Plus jamais on ne parlera de masque de velours. Saint-Mars arrive à Sainte-Marguerite. Île paisible. Forteresse bien entretenue. Vue magnifique sur la Méditerranée. Le prisonnier est installé dans une cellule au premier étage. Vue sur la mer. Fenêtre avec barreaux mais laissant entrer la lumière et l'air marin. C'est la meilleure cellule que le prisonnier ait jamais eue. Climat doux. Pas de froid terrible en hiver. Pas de chaleur étouffante en été. Le prisonnier s'installe dans cette nouvelle vie. Pour la première fois depuis 18 ans, il voit la mer. Il entend les vagues, sent l'air salé, voit passer les bateaux au loin, parfois des voiles blanches sur l'horizon, des navires qui vont vers Marseille, Gênes, Barcelone, vers la liberté, vers le monde des vivants. Lui reste prisonnier, mais au moins, il voit le monde. C'est déjà ça. Les années passent à Sainte-Marguerite. 1688, 1689. Révolution anglaise qui chasse le roi Jacques II. 1690. Guerre de la Ligue d'Augsbourg contre une coalition européenne. 1695. Famine en France. Révolte paysanne. Le monde bouge. Change. Évolue. Le prisonnier, lui, reste figé dans le temps. Anonyme. Oublié. Saint-Mars continue de le servir personnellement. 3 repas par jour. Toujours masqué. Les deux hommes se connaissent maintenant depuis 26 ans. Mais ils ne se sont jamais vraiment parlé. Ne se sont jamais vus sans masque. C'est une relation étrange. Intime par la proximité quotidienne. Mais totalement impersonnelle. Saint-Mars ne sait toujours pas qui est le prisonnier. Le prisonnier ne sait rien de Saint-Mars en tant qu'homme. Juste en tant que geôlier. Parfois, le prisonnier essaie d'imaginer comment serait la liberté. Marcher sur la plage. Sentir le sable sous ses pieds. Nager dans la mer. Parler à quelqu'un normalement. Sans masque. Dire son nom. Son vrai nom. Raconter son histoire. Mais ce ne sont que des rêves. Des rêves qui s'estompent avec les années. Qui deviennent de moins en moins vivants. De plus en plus lointains. Le prisonnier vieillit. Ses cheveux blanchissent. Son dos se courbe. Ses mains tremblent. Il a maintenant plus de 60 ans. Sa vue baisse. Il a du mal à lire. Saint-Mars lui fait faire des lunettes. Mais même avec, la lecture devient difficile. Le prisonnier passe de plus en plus de temps simplement assis, à regarder la mer, à écouter les mouettes, à attendre la mort qui tarde à venir. Saint-Mars vieillit aussi. Il a maintenant 70 ans. Commence à penser à la retraite. Mais une dernière promotion l'attend. La plus prestigieuse. Gouverneur de la Bastille. À Paris. C'est le sommet pour un gouverneur de prison. Saint-Mars hésite. Accepter signifie encore transférer le prisonnier. Un voyage énorme cette fois.
De Sainte-Marguerite à Paris. 1000 kilomètres. À travers toute la France. Mais le roi insiste. Prenez le poste. Le prisonnier vous suivra comme toujours. 1698. Préparation du transfert le plus long. Le plus risqué. Le dernier. Paris. La capitale. Le cœur de la France. C'est là que le prisonnier masqué va terminer sa vie. Transfert extraordinaire. 1000 kilomètres. 6 semaines de voyage. À travers Lyon, Avignon, Orléans. Impossible de rester invisible. Les rumeurs explosent. Tout Paris veut savoir. Qui est l'homme au masque de fer? Mais le roi refuse de répondre. Le secret tiendra jusqu'au bout. Septembre 1698. Saint-Mars prépare le dernier transfert. Il a 72 ans. C'est probablement son dernier grand voyage. Le prisonnier a 64 ans. C'est sûrement son dernier transfert. Après Paris, il n'ira nulle part. Il mourra à la Bastille. Les 2 hommes le savent. Le convoi est imposant. 80 soldats. Plusieurs chariots. Une véritable caravane militaire. La litière du prisonnier est capitonnée. Plus confortable que les précédentes chaises. Le voyage sera long. Il faut que le prisonnier supporte. Saint-Mars ne veut pas qu'il meure en route. Ce serait un échec. Une trahison de la confiance du roi. Le convoi quitte Sainte-Marguerite, traverse la Provence, remonte vers Lyon. Chaque étape, Saint-Mars fait vider les auberges où il s'arrête. Loue toutes les chambres. Interdit l'accès aux autres voyageurs. Le prisonnier est installé dans une chambre. Porte fermée à triple tour. Personne ne peut le voir. Mais cette stratégie attire l'attention. Un convoi qui vide les auberges? Qui interdit l'accès? Il y a forcément quelqu'un d'important. À Lyon, les rumeurs explosent. Un prisonnier très important passe par la ville. On dit qu'il porte un masque de fer. Certains prétendent que c'est un prince déchu. D'autres disent que c'est un espion étranger. Les gazettes lyonnaises publient des articles. Mystérieux convoi militaire traverse Lyon. Qui transporte-t-on? Le mystère demeure. Le convoi continue vers Paris. Traverse Orléans. Même scénario. Auberge vidée. Curiosité énorme. Article dans les gazettes locales. La nouvelle remonte jusqu'à Paris avant même l'arrivée du convoi. Les courtisans de Versailles en parlent. Avez-vous entendu? Le prisonnier masqué arrive à Paris. On dit qu'il vient à la Bastille. Le roi est informé. Louis XIV a maintenant 60 ans. Fatigué. Vieilli. Il a d'autres soucis. Guerre de succession d'Espagne qui se prépare. Problèmes financiers. Famine récurrente. Le prisonnier masqué est le cadet de ses préoccupations. Il dit simplement à Louvois. Laissez les gens parler. Le secret est bien gardé. Personne ne sait qui il est vraiment. Les rumeurs ne me gênent pas. Novembre 1698. Le convoi arrive à Paris. Entre par la porte Saint-Antoine. Longe le faubourg. Arrive à la Bastille. Forteresse massive au cœur de Paris. Prison la plus célèbre de France. Le prisonnier masqué va passer les 5 dernières années de sa vie ici, dans la ville la plus peuplée du royaume. Paradoxe ultime. Prisonnier secret au milieu de 600 000 personnes. La Bastille a 8 tours. Saint-Mars installe le prisonnier dans la tour de la Berthaudière. 3e étage. Cellule numéro 3. C'est la plus confortable des cellules du prisonnier. Spacieuse. Bien meublée. Cheminée qui fonctionne bien. Vraie fenêtre avec vue sur Paris. Le prisonnier peut voir les toits, les rues, les gens qui vivent leur vie normale. Libre. Il voit la vie qu'il ne connaîtra jamais plus. Les gardiens de la Bastille sont intrigués. Un nouveau prisonnier très spécial est arrivé. Mais Saint-Mars ne leur dit rien. Menace de mort quiconque poserait des questions. Les gardiens obéissent. Mais ils murmurent entre eux. C'est forcément quelqu'un de très important. Sinon, pourquoi tant de secrets? Paris est en effervescence. La nouvelle de l'arrivée du masque de fer se répand. Dans les salons, on ne parle que de ça.
Madame de Sévigné écrit à sa fille. On dit qu'un prisonnier extraordinaire est arrivé à la Bastille. Il porte un masque de fer. Personne ne sait qui il est. Les théories les plus folles circulent. Même à Versailles, les courtisans interrogent le roi. Un jour, au lever du roi, un courtisan ose demander « Sire, qui est le prisonnier au masque de fer ?» Louis XIV le fixe froidement. « Affaire d'État. Ne posez plus cette question. » Le ton est sans appel. Personne n'insiste. Mais la curiosité demeure. Grandit même. Le mystère devient obsédant. Le prisonnier vit ses dernières années dans un relatif confort. Saint-Mars continue de le servir personnellement. Lui apporte ses repas. Vérifie que tout va bien. Les deux hommes sont maintenant très vieux, liés par 30 ans de cohabitation forcée. Saint-Mars a passé la moitié de sa vie à garder ce prisonnier. Le prisonnier a passé presque toute sa vie adulte avec Saint-Mars comme seul contact humain régulier. C'est une relation unique, tragique, absurde. Le prisonnier peut lire à nouveau. Des livres lui sont apportés. Toujours les mêmes types d'ouvrages. Histoire ancienne, théologie, philosophie. Rien d'actuel. Rien qui parle du monde présent. Il lit, relit, les mêmes livres encore et encore. Il connaît certains passages par cœur. Récite parfois des textes latins en marchant dans sa cellule. Il peut aussi entendre Paris. Les bruits de la ville montent jusqu'à sa fenêtre. Les cris des marchands, les rires des enfants, les disputes des couples. Les chansons des ivrognes. La vie. Bruyante, joyeuse, tragique, libre. Lui reste silencieux, masqué, prisonnier. Mais au moins, il entend la vie. C'est déjà ça. C'est tout ce qui lui reste. Novembre 1703. Le prisonnier tombe malade. Une dernière fois. Cette fois, il ne guérira pas. Il meurt dans son sommeil. 34 ans de captivité se terminent. Mais le secret ne meurt pas avec lui. Car le roi a tout prévu. Destruction totale. Effacement complet. Enterrement sous faux nom. L'homme au masque de fer disparaît comme il a vécu. Dans le secret absolu. Novembre 1703. Le prisonnier a 69 ans maintenant. Sa santé décline rapidement. Il tousse beaucoup, perd du poids, a du mal à se lever. Saint-Mars fait venir le médecin de la Bastille. Le médecin examine le prisonnier qui garde son masque même alité. Diagnostic sombre. Le cœur est faible. Les poumons sont malades. C'est une question de jours, peut-être de semaines. Saint-Mars écrit au roi. « Sire, le prisonnier numéro 1 est mourant. Dois-je prendre des dispositions particulières ?» La réponse de Louis XIV arrive rapidement. « Quand il sera mort, appliquez les instructions que je vous ai données il y a 34 ans. Détruisez tout. Effacez toute trace. » Saint-Mars relit les ordres originaux de 1669. Les instructions sont claires. Destruction totale. 18 novembre 1703. Le prisonnier est très faible. Reste au lit. Respire difficilement. Saint-Mars lui rend visite plusieurs fois. Le prisonnier ne parle plus. Se contente de hocher la tête. Sait que la fin approche. Semble presque soulagé. 34 ans d'attente. Enfin, la délivrance. 19 novembre. 4 heures du matin. Le garde qui surveille le couloir entend un râle. Puis plus rien. Silence. Il frappe à la porte. Pas de réponse. Il va chercher Saint-Mars. Le gouverneur arrive. Entre dans la cellule. Le prisonnier est allongé sur son lit. Immobile. Saint-Mars s'approche. Touche la main. Froide. Le prisonnier est mort. Mort dans son sommeil. En paix. Saint-Mars retire le masque. Pour la première fois depuis 34 ans. Il regarde le visage du mort. Un visage ridé. Émacié. Marqué par les années de captivité. Les cheveux et la barbe complètement blancs. Mais toujours une certaine noblesse dans les traits. Une dignité qui a survécu à tout. Saint-Mars reste longtemps à regarder ce visage. L'homme qu'il a gardé pendant 34 ans sans jamais savoir qui il était vraiment. Puis Saint-Mars se ressaisit.
Il a du travail. Les ordres du roi doivent être exécutés. Il note dans le registre de la Bastille. 19 novembre 1703. Décès du prisonnier numéro 1. Heure, environ 4 heures. Cause, mort naturelle. C'est tout. Pas de nom, pas de détails. Juste le minimum. Puis commence l'effacement systématique. Saint-Mars ordonne qu'on apporte tous les effets personnels du prisonnier dans la cour. Vêtements, draps, couvertures, tapis, livres. Tout est jeté dans un grand brasier. Les flammes montent haut, consumant tout. Les vêtements que le prisonnier portait depuis des années, les livres qu'il a lus 100 fois, les draps sur lesquels il dormait. Tout disparaît en fumée. Les meubles sont démontés. Table, chaises, armoire, littéralement. Tout est brisé à coups de hache, puis brûlé. La vaisselle en étain et fondue au four, devient un bloc de métal informe. Plus rien qui ressemble à une assiette ou un gobelet. Les barreaux de la fenêtre sont arrachés, fondus aussi. Tout ce que le prisonnier a touché doit disparaître. La cellule est vidée complètement. Puis les maçons entrent. Ils grattent les murs, enlèvent le plâtre, le refont à neuf. Le sol est lavé à grande eau. Les pierres frottées, les murs repeints. En 3 jours, la cellule devient comme neuve. Aucune trace du passage du prisonnier. Comme s'il n'avait jamais existé. L'enterrement est organisé dans le plus grand secret. Le corps est mis dans un cercueil simple. Pas de cérémonie. Pas de prêtre. Juste Saint-Mars et 2 gardes de confiance. Ils portent le cercueil au cimetière Saint-Paul, tout proche. Là, une fosse a été creusée. Le cercueil est descendu, recouvert de terre. Aucune pierre tombale. Aucune inscription. Juste une croix de bois anonyme. Mais dans le registre des décès, on inscrit un faux nom. Marchioli. C'était le nom d'un prisonnier italien mort plusieurs années auparavant. On utilise son identité pour enterrer le masque de fer. Ainsi, même mort, le prisonnier reste anonyme. Son vrai nom ne figure nulle part, n'existera jamais dans aucun document officiel. Saint-Mars fait un dernier rapport au roi. Sire, le prisonnier est décédé le 19 novembre. Tout a été détruit selon vos ordres. Enterré sous le nom de Marchioli. Le secret est intact. Personne ne sait qui il était. Louis XIV lit le rapport. Hoche la tête. Satisfait. Le secret a été gardé pendant 34 ans. Et il le restera. Il brûle le rapport dans la cheminée de son cabinet. Regarde le papier se consumer. Disparaître. Comme le prisonnier. Puis le roi écrit une dernière lettre à Saint-Mars. Monsieur de Saint-Mars, vous avez bien servi. Votre loyauté exemplaire sera récompensée. Vous recevrez une pension supplémentaire de 1000 livres par an, pour le reste de vos jours. Mais souvenez-vous, le secret doit rester gardé, même après ma mort, même après votre mort. Ce secret ne doit jamais être révélé. Saint-Mars reçoit la lettre, la brûle après l'avoir lue. Il profitera peu de sa récompense. Il mourra 2 ans plus tard, en 1705, à 79 ans. Emportant son secret dans la tombe. Jusqu'au bout, il restera fidèle. Ne dira jamais qui était le prisonnier. Même sur son lit de mort, quand sa famille lui demande, il refuse. J'ai juré au roi. Je ne parlerai jamais. Le roi Louis XIV mourra 10 ans après le prisonnier, en 1715. Lui aussi sans jamais révéler le secret. Le mystère du masque de fer est scellé à jamais. Ou presque. Le secret est bien gardé. Mais pas parfait. Quelques documents ont survécu, cachés dans des archives oubliées, redécouverts des décennies après, puis des siècles après. Lettres codées, registres incomplets, témoignages fragmentaires. Les historiens enquêtent, reconstituent, et une hypothèse émerge. Le prisonnier s'appelait Eustache d'Augère, un valet, qui en savait trop. 1719, 4 ans après la mort de Louis XIV. Le nouveau roi, Louis XV, est encore enfant.
le régent Philippe d'Orléans gouverne. C'est une période de relative liberté. Les archives royales sont moins surveillées. Des historiens commencent à fouiller, cherchent des traces du prisonnier masqué. L'affaire les fascine. Qui était cet homme? Pourquoi tant de secrets? Les recherches sont difficiles. La plupart des documents ont été détruits. Ordre du roi. Mais quelques traces subsistent. Dans les archives de Louvois, ministre de la guerre sous Louis XIV, on trouve des lettres. Lettres en partie codées. Elles mentionnent le prisonnier sans jamais le nommer. Un historien, Paul Lacroix, découvre une lettre datée de juillet 1669. Elle parle de l'arrestation à Dunkerque. Ordre est donné au capitaine d'Artagnan d'arrêter le prisonnier et de l'amener à Pignerol. Le plus grand secret doit être observé. Une autre lettre, datée d'août 1669, mentionne le danger que représente le prisonnier. Il connaît des secrets qui ne doivent jamais être révélés. Sa mort serait préférable mais trop risquée. Si on le tue, ses complices pourraient être parlés. Mieux vaut l'enfermer et le faire oublier. Ces lettres suggèrent que le prisonnier savait quelque chose de très compromettant. Mais quoi? En 1758, un autre historien, Charles de Rességuier, fait une découverte importante. Dans les archives personnelles de Saint-Mars, conservées par sa famille, il trouve une liste de prisonniers. Liste datant de 1669. Un nom apparaît. Eustache d'Augère. Arrivé à Pignerol le 24 août 1669. Quelques semaines après l'arrestation mystérieuse de Dunkerque. Est-ce le masque de fer? Les historiens enquêtent sur Eustache d'Augère. Qui était-il? Ils découvrent qu'il était valet de Nicolas Fouquet avant l'arrestation de ce dernier en 1661. Un valet de confiance, qui connaissait tous les secrets de Fouquet, ses affaires, ses relations, ses combines. Après l'arrestation de Fouquet, d'Augère a disparu, pendant 8 ans, puis réapparaît dans les registres de Pignerol en 1669. Hypothèse numéro 1. D'Augère savait quelque chose de compromettant sur la famille royale. Peut-être un secret lié à la naissance de Louis XIV, ou aux relations entre le cardinal Mazarin et Anne d'Autriche. Fouquet connaissait ces secrets. D'Augère, son valet, les connaissait aussi. Après l'emprisonnement de Fouquet, d'Augère est devenu dangereux. Il fallait le faire taire. Hypothèse numéro 2. d'Augère était le fils illégitime de Mazarin et d'Anne d'Autriche, donc le demi-frère de Louis XIV. Élevé dans l'ombre comme valet. Puis, quand le secret a risqué d'être découvert, il a été enfermé. Le masque servait à cacher sa ressemblance avec le roi. Cette théorie est romanesque. Expliquerait le traitement confortable du prisonnier. Mais peu d'éléments la soutiennent. Hypothèse numéro 3. d'Augère avait été témoin d'un crime d'État. Peut-être l'empoisonnement d'un rival de Louis XIV. Ou une trahison impliquant des nobles très puissants. Fouquet était impliqué. d'Augère avait tout vu. Impossible de le tuer car il avait laissé des témoignages écrits qui seraient révélés en cas de mort suspecte. Impossible de le libérer car il parlerait. Solution. L'enfermer à vie. En 1903, 200 ans après la mort du prisonnier, des chercheurs découvrent d'autres documents. Lettre de Louis XIV à Louvois. Datant de 1670. Le roi y écrit. Le valet d'Augère représente un danger considérable. Il connaît des secrets qui ne doivent jamais être révélés. Sa mort serait préférable mais trop risquée. Si on le tue, d'autres pourraient parler. Mieux vaut le garder prisonnier et le faire oublier. Le masque empêchera qu'on le reconnaisse. Ces lettres confirment l'hypothèse. Le masque de fer était bien Eustache d'Augère. Un simple valet. Pas un prince. Pas un ministre. Juste un domestique qui en savait trop. Mais savait quoi exactement? Le secret exact n'est jamais révélé dans les lettres. Louis XIV parle toujours de secrets au pluriel, sans les nommer, sans les décrire. Les historiens modernes ont plusieurs théories. Première possibilité. d'Augère connaissait la véritable paternité de Louis XIV. Peut-être que Louis XIII n'était pas le vrai père. Ce serait un scandale énorme. Remettrait en cause la légitimité de toute la dynastie. Deuxième possibilité.
Dauger avait été témoin d'un complot pour empoisonner le jeune Louis XIV quand il était enfant. Complot organisé par des nobles qui voulaient de mettre son frère Philippe sur le trône. Révéler ce complot détruirait des familles entières. Troisième possibilité, Dauger connaissait des détails sur les malversations de Fouquet qui impliquaient directement la reine-mère Anne d'Autriche. Fouquet avait volé des millions, mais avec la complicité de la reine-mère qui prenait sa part. Révéler cela salirait la mémoire d'Anne d'Autriche morte en 1666. Inacceptable pour Louis XIV qui adorait sa mère. Nous ne saurons probablement jamais la vérité exacte. Louis XIV a trop bien fait son travail. Il a détruit presque toutes les preuves, a fait taire tous les témoins, a effacé l'existence du prisonnier. Le secret est mort avec lui. Avec Saint-Mars, avec tous ceux qui savaient, seuls subsistent des fragments, des indices, des hypothèses, mais pas de certitude. Ce qui est certain, c'est que le masque de fer n'était pas un grand personnage, juste un homme ordinaire, un valet, qui a eu le malheur d'en savoir trop, et qui a payé ce savoir de 34 ans de prison, de l'anonymat total, de la mort dans l'oubli. C'est peut-être plus tragique qu'un prince emprisonné, car un prince aurait au moins le prestige de son rang. Dauger n'avait rien, juste un secret qui ne lui appartenait même pas. Le mystère du masque de fer reste l'un des plus grands secrets jamais gardés par un roi. Non pas parce que nous ne savons rien, mais parce que nous savons juste assez pour imaginer, juste assez pour deviner, mais pas assez pour être certain. Louis XIV voulait créer un mystère immortel. Il a réussi. Plus de 300 ans après, nous en parlons encore. Nous spéculons encore. Nous cherchons encore. Le secret parfait n'est pas celui dont personne ne parle. C'est celui dont tout le monde parle sans jamais connaître la vérité. Eustache Dauger. Valet. Prisonnier. Fantôme. Symbole. Mystère. Il est tout ça. Et rien de ça. Il est ce que chacun veut qu'il soit. Prince déchu. Espion étranger. Témoin gênant. Frère du roi. Ou simple homme au mauvais endroit au mauvais moment. L'homme au masque de fer restera à jamais ce qu'il était de son vivant. Une énigme. Un secret. Un mystère que même la mort n'a pas pu résoudre.